France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2, c'est vendredi, c'est la dernière de la semaine, j'espère que vous allez bien, en pleine forme pour ce vendredi 13, oui nous sommes le vendredi 13 octobre et nous sommes ensemble jusque 18h comme chaque jour, entre 16h et 18h, du lundi au vendredi, ravi de vous retrouver bien sûr, votre émission qui vous ressemble mais aussi qui vous rassemble, c'est un peu le but bien sûr de cette émission, avec aujourd'hui pour nous accompagner deux intervenants, à savoir Morad Goual, le Marseillais, Tarek Mami, bien sûr, qui seront avec nous d'ici quelques instants avec une émission riche en sujets. Encore une fois aujourd'hui, vous pouvez, je vous le rappelle, intervenir bien sûr au 01 40 33 9000 à n'importe quel moment et plus particulièrement dans le cadre de Libertad tout à l'heure en fin d'émission. Donc n'hésitez pas à profiter aussi de cet espace de liberté qui vous est proposé entre 17h55 et 18h. Voilà pour les 5 dernières minutes tout à l'heure. Tous vos appels, vous pourrez évidemment nous dire tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous voulez, en respectant les règles d'usage de l'émission, bien entendu, mais inutile de vous le rappeler, vous le savez fort bien. Avec bien sûr au sommaire de cette émission, bien voici le programme pour ce vendredi 13. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. LGF, le Grand Forum en ce vendredi avec, ils sont arrivés. Et en même temps en plus, Morad Goual, bonjour. Et alors pas tout à fait. Hein. Bah, si. Je le dis, pas tout à fait. Alors. Ouais, voilà. Les auditeurs sont témoins. J'ai parlé tout à l'heure. Oui, vous avez parlé quoi, Christophe? Il y avait les journaux. J'ai dit bonjour. Oui. Tu n'es pas complet. J'ai fait que tu nous ouvres pas la le c'est arrivé, donc l'éphéméride du jour, etc. Donc voilà. Ça c'était préenregistré. On pouvait pas copier. On pouvait pas couper. Non, on est là présent. Bonjour Tarek. Bonjour Christophe. Moi, je me suis perdu. C'est la première fois que ça m'arrive. Bonjour Christophe. Un Marseillais qui se perd à Paris. C'est normal. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et alors bonjour aux Marseillais, puisqu'apparemment il y a quelques Marseillais aujourd'hui qui vont. Le vendredi c'est l'émission de Marseille. Voilà. Avant c'était vendredi, c'est Mami. Là ça va devenir. Permis, ouais, non, c'est pas permis, c'est Mami. Vendredi c'est Mami. Là, Mourad veut nous la faire vendredi. C'est Marseillais. C'est l'émission pour mes amis de Marseille et qui me manque beaucoup d'ailleurs. Et puis j'en profite pour saluer tous les auditeurs de France Maghreb dans les autres villes, Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand et toutes les villes de la périphérie parisienne qui nous écoutent, parce que la France n'est qu'une. Exact. Bon, sur ces belles paroles. On vous posera jamais la question pourquoi vous êtes venu à Paris pour que vos amis de Marseille vous manquent, mais c'est pas grave. Vous êtes le bienvenu à Paris. Voilà, t'es le bienvenu, Morad. Tout va bien. J'ai suivi mon cœur. Oui, d'accord. C'était pas prévu d'en parler, je pense qu'on en parlera plus tard, mais juste cette histoire de Lafarge là. Avec les ennuis peut-être possibles ou pas d'ailleurs pour Laurent Fabius qui serait, j'ai une question à me poser à moi-même parce que la dépêche est tombée il y a quelques minutes, donc je n'ai pas eu le temps d'aller fouiner. En fait, il se renvoie la balle. Non, mais c'est pas ça. Est-ce que les membres de ce conseil constitutionnel sont dotés d'une espèce d'immunité ou pas? Pourquoi? Parce que ils ont une obligation légale. À partir du moment où ils sont nommés membres du Conseil constitutionnel, ils ne doivent avoir aucune communication publique pendant les 9 ans. C'est pas Fabius qui a répondu, c'est les membres du. Non. Je résume au Christophe va résumer. Allez-y Christophe. En fait, c'est Lafarge apparemment qui dit aujourd'hui, voilà, que le ministère, des Affaires étrangères était au courant des différentes transactions qu'il y avait avec les différents groupes terroristes, dont Daesh, en Syrie, pour pouvoir continuer d'exercer. Et que donc, par conséquent, Laurent Fabius était au courant. Donc aujourd'hui, il se retrouve un petit peu. Donc il appelle à ce que le juge le convoque. Oui. Pour audition. Ouais. D'où ma question, est-ce qu'un membre du conseil conseil constitutionnel a une protection il n'a pas d'immunité. Non, il n'a pas d'immunité. Non, mais je me pose la question. On se pose la question. Pas. Voilà. Si, non, même pas, parce que la seule immunité, c'est celle des présidents pendant l'exercice de leur mandat. Donc les présidents qui ne sont plus en mandat, mais Fabius est président. Fabrice est président. La seule immunité. Non, mais je m'avance pas. Quand je suis pas sûr. C'est pour ça que j'en parlais comme ça rapidement. C'est pour qu'on puisse avoir plus d'informations et au moment opportun, on en parlera. La seule immunité qui existe, elle est même pas dans le droit. C'est d'abord l'immunité parlementaire pour les parlementaires. Celle-là, elle est dans la loi. Et l'immunité présidentielle n'existe que par un statut, on va dire moral. Non. Le président de la République a une immunité pendant son mandat. Voilà. Et le parlementaire aussi. Et en dehors de ça, il y a aucun autre. Je sais pas. Donc je préfère vérifier. Mais imaginez que pour la première fois, un président du Conseil constitutionnel est convoqué par la justice. Oui. Non, mais c'est pas grave. Je veux dire, il dit ce qu'il veut, il est libre. Parce que quand on va convoquer ce ministre des Affaires étrangères, c'est-à-dire qu'on va demander l'accès et la perquisition du Quai d'Orsay, et donc les documents saisis, puisque le patron de Lafarge, il disait qu'ils étaient reçus
à l'ambassade de France quand elle était ouverte et ici, tous les 6 mois pour rendre compte. Tout à fait. Donc il y a une complicité de l'État. Alors, autre information, cher Christophe, mais Fabius, c'est pas à travers l'affaire du sang contaminé, c'est pas cette petite affaire de guerre et guerre. Non. Attendez. Imaginez. Non, mais le docteur Garetta, il a été acquitté, hein. Non, Christophe. Christophe et moi. A été convoqué. Imaginez qu'il soit convoqué par la justice et qu'il soit mis dans la position de témoin assisté, je sais pas quoi. C'est possible. Attendez. Vous avez les parents de personnes qui sont mortes là-bas, des Syriens et autres, qui vont venir se constituer en partie. Donc c'est pas léger. Puis des salariés de la FARC qui doivent être aujourd'hui en arrêt de travail pour des dépressions. Okay. D'autres dépêches judiciaires qui viennent de tomber, je suppose que vous l'avez reçu sur Twitter, cher Christophe, c'est l'affaire Ferrand, qui vient d'être clôturée par le procureur donc de sa ville et qui dit il n'y a pas de poursuite à faire. Alors avec un langage juridique que je suis toujours admiratif, c'est mon métier, c'est mon premier métier, parce qu'on va expliquer parce que la mutuelle n'a pas déclaré qu'elle a été lésée. Donc on peut pas agir puisque la personne concernée. Puis les prix sont les prix du marché. Non, attendez, non, pire que ça. Et que l'autre partie du dossier est tombée par la préemption le 31 mai 2012. Donc c'est parti. Donc c'est toujours des réponses. Il y a peut-être quelque chose à gratter, il a peut-être fait quelque chose, mais bon, on passe les portes. Et puis juste aussi. Amrani Valls aussi. Oui, d'ailleurs, Amrani porte plainte contre X. Hein. Non, elle a porté plainte auprès du tribunal de grande instance de Évry en début du mois d'octobre contre Manuel Valls pour fraude électorale. Bah là, elle vient de déposer une nouvelle plainte contre X. Je peux te l'assurer. Et à quel sujet? À propos d'élections, des résultats d'élections. Ah oui, peut-être que les avocats lui ont dit il faut mettre contre X d'abord et après. Pourtant, il y a une première plainte qui a été déposée au début du mois d'octobre. Non, mais peut-être classée. Et d'ailleurs, on attend ça avant fin octobre, début novembre, selon Nizar hier, qui nous disait encore qu'il y a 48 députés qui sont concernés par des recours à l'Assemblée nationale. Et on a 2 que nous regardons nous d'une manière un peu particulière parce qu'ils concernent nos zones. Moi j'en mets 3 mais bon. Allez-y, commencez à les dire. Moi Manuel Valls déjà. Oui. Et puis un parce qu'il est un peu de chez moi de Montargis. Ok, voilà. Mais et le deuxième? Et le troisième, je sais pas. Non, le deuxième. Vous avez dit. Moi je connais 2. Oui. Bon, moi le deuxième c'est la circonscription du Maghreb. Ça c'est le deuxième. Oui. Il y a eu un recours d'ailleurs. Il y a eu un recours. Il est dans la même situation. Toujours dans la même situation. Dans la même situation. Donc, il fait la tradition fait que les décisions sont rendues en fin d'année et elles sont actées au journal officiel en début d'année. Non, mais elles sont effectives dès leur prononciation. Mais c'est toujours à l'automne, c'est-à-dire octobre, novembre, décembre. Oui, mais là, ce qu'ils avaient dit, c'est qu'ils ont voulu attendre les élections sénatoriales pour agir, parce que les dossiers étaient fin prêts. Et les 2 dossiers sont manifestement, d'après les échos de quelques journalistes, lourds pour les 2. Pour Guérap et pour... Et ils sont sous la pile, c'est-à-dire qu'ils sont... Et on rappelle quelle juridiction est compétente pour justement trancher? Le conseil constitutionnel, en fait, après les élections. Pourquoi je demande ça? Parce que c'est Laurent Fabius qui est président. Et que c'est un de ses très proches qui a été agressé par Ali Guérap. Et qu'il n'avait pas les meilleurs rapports. Il n'avait pas les meilleurs rapports du monde avec, avec monsieur Valls. Question, excusez-moi Mourad, je saute de coq à l'âne. Non, je voulais parler du conseil constitutionnel. C'est très important. Les décisions qui sont rendues par le conseil constitutionnel sont les seules en France à ne pas pouvoir être attaquées par un recours. Non. Elles sont jugées et appliquées. Non, le Conseil d'État, pareil, mon ami. On en a 2 en France, et moi, dans le monde de la radio, on souffre, parce que quand on n'est pas d'accord avec le CSA, on saisit le Conseil d'État. Il tranche, une seule fois. Alors que dans toutes les procédures... on peut pas faire appel. Non. Alors, pour faire appel, faut aller en Europe, et attendre 5 ans. D'accord. Et puis, il a cassé jusque-là 3 décisions, l'Europe, par rapport des conseils d'État. Et le Conseil d'État et les juristes français sont malins ils ont redescendu au tribunal administratif les différents, j'allais dire, quotidiens de CSA. Et donc, ils ont créé une espèce de 2e degré pour que eux, ils tranchent en 2e degré. Mais par contre, pour d'autres décisions CSA, ils sont en premier, 3e. Le Conseil constitutionnel, justement, pour contourner cette rigueur qui fait partie de leur droit, ils ont mis une dose d'appréciation dans les éléments de jugement. C'est-à-dire, par exemple, les élections municipales à Marseille, le PS et les écologistes à Marseille n'auraient jamais dû avoir leur compte validé, notamment à cause de Zeribi partiellement. Et il s'est avéré que tout le monde a eu ses comptes validés et les candidats n'ont pas été en position d'inéligibilité. D'accord. Alors, une petite question sur Marseille, puisqu'on parle Marseille. Excusez-moi, Christophe, mais parce que j'ai reçu un document que je vis aujourd'hui en retard, donc je ne peux pas le faire. C'est une question de Jean-Claude Gaudin.
Non, celle de Samia Ghali. Elle a nommé elle a nommé son premier adjoint il y a 15 jours au poste de maire, puisqu'elle a choisi de rester sénatrice. Il y a eu un très bon reportage d'ailleurs hier sur Envoyé spécial. On en reparlera tout à l'heure parce que Gaudin il a un peu sorti de ses gonds. À Marseille, il y a 2 maires qui ont décidé de rester dans le giron parlementaire. C'est Stéphane Ravier, le maire FN du 13-14, qui est sénateur. Voilà, qui est sénateur et maire et conseiller régional. Donc il a abandonné son poste. Voilà, sénateur. Deux maires, d'accord. Et Samia Ghali. Et lui, par contre, il a nommé sa nièce à sa place. C'est la tradition du Front National. C'est vrai. Et Samia Ghali a nommé un monsieur qui est pas forcément très connu, mais qui a la confiance de Samia Ghali, ce qui est important, je pense. Et il faut savoir qu'avant-hier a eu lieu le premier conseil d'arrondissement de ce maire et que la moitié des élus n'étaient pas présents. Et comment il s'appelle ce monsieur? Alors c'est monsieur Traoré ou Traré, j'ai peur d'écorcher son nom, mais et monsieur Gaudin alors, il reste toujours en poste lui? Non, il a quitté le Sénat. Et il a doublé Bruno Gilles, je pense que dans un an il va passer le flambeau. En tout cas, il a qui? Bruno Gilles. Bruno, d'accord. Ah, Bruno Gilles, qu'on a eu l'occasion de recevoir. Très bien. Oui, on le reçoit ici. C'est vraiment un bon héritier. Et donc, c'est le maire du 3e, non, c'est ça? Non, du 4e et 5e arrondissement, mais lui aussi il a transmis, tout à l'heure j'ai commis une erreur. Bruno Gilles aussi a laissé sa mairie à Marine Pusturino, qui est une jeune politicienne marseillaise, qui est vice-présidente du conseil départemental et qui est une femme politique en devenir sur Marseille. D'accord, très bien. Voilà. En tout cas, Gaudin a fait le choix contraire de Samia Ghali et des sénateurs. Mais c'est pas le même parcours. Oui, je sais. Il est en fin de vie politique. Et donc moi j'ai appris ça parce que dans mes documents, dans mes courriers, dans mes mails, j'étais invité pour aller assister à cette nomination de reprolongation de Samia Ghali, mais j'étais pas là d'ailleurs. J'étais à l'étranger. Samia elle est restée parce que c'est vrai que le pouvoir il est au Parlement, que ce soit le Sénat ou l'Assemblée nationale. Alors non, mais il y a aussi autre chose. Quelles sont les dates de fin de mandat de l'un et de l'autre? C'est ça qu'il faut voir. Oui. Aussi. Alors, messieurs, il y a aussi une autre affaire dont on va parler la semaine prochaine parce qu'elle est en train de prendre de l'ampleur. Mais ça peut parce qu'elle pourrait se représenter à la mairie. On est un truc. Bon, on en parlera avec elle. Samia, on aura l'occasion d'en reparler, peut-être même de lui laisser la parole. Pour le coup, il y a une autre affaire dont on va beaucoup parler parce qu'elle est en train de prendre de l'ampleur. C'est à propos du président du PSG, mais aussi président directeur général de Beansport, Nasser El Khalifi, qui est donc sur la tourmente aujourd'hui et qui est visé par une plainte helvétique, donc c'est la Suisse. Il est accusé, ce monsieur, d'avoir utilisé des méthodes pour obtenir les droits télé 2026 et 2030 pour la Coupe du Monde, alors que d'ailleurs les pays organisateurs n'ont toujours pas été nommés. Lui, il a d'ores et déjà récupéré les droits télé, et le problème c'est qu'apparemment il aurait versé de l'argent à des cadres de la FIFA, et il y a même une information qui vient de tomber tout à l'heure. Il aurait prêté une villa en Sardaigne à un cadre de la FIFA pour s'offrir donc les services, non pas les droits télé, 2026-2030. Beaucoup disent dans quelques articles que j'ai pu lire sur cette affaire qu'il y a un coup saoudien derrière. Moi, je me pose. Peut-être, mais... Moi, la question, je vais la prendre d'un côté humoristique pour défendre le président du PSG. On n'a plus le droit d'inviter ses amis chez soi. Puis franchement, est-ce qu'un cadre à lui seul peut faire valider ou basculer une décision? Est-ce qu'on peut pas inviter des gens? On se fait tous inviter par nos copains. Alors, sinon, on va dire, mon copain, t'es président, t'es je sais pas quoi. Puis honnêtement, c'est quelqu'un qui honnêtement, professionnellement, il est obligé de toute façon d'avoir des pratiques qui sont borderline, sinon ça marche pas. Mais là, le poste au PSG est menacé. Oui, non, mais c'est pas, si on voulait attaquer, on commence par attaquer la Coupe du Monde de 2022. Attribuée au Qatar. Attribué, et là c'est clair. On peut parler d'attribution un peu. Et celle qui va avoir lieu en Russie aussi. Hein. Oui, mais ça c'est pour l'année prochaine. Donc, non, mais ça c'est trop tard là. Oui, c'est trop tard. Par contre, 2022, on espère y être. En Russie? France Maghreb. Ah bah écoutez, grand plaisir, franchement. Un petit tour chez Vladimir là-bas. C'est en train de réfléchir parce que si le Maroc 48 pays, vous savez ça? Oui, non mais si le Maroc et la Tunisie sont là-bas, ils sont très bien partis. Ils seront. Je peux vous dire que ça tournicote dans la tête de Monsieur Mamie. Quand ça tournicote dans la tête de Monsieur Mamie, c'est bon. Ça sent bon alors. Et vous avez suivi cette affaire de Aubameyang, qui est un joueur gabonais, et qui a parlé d'un jus d'orange un peu particulier qu'il aurait bu apparemment avant le match contre au Maroc. Et c'est Benatia qui lui a répondu. Bon, en tout cas, on espère. Dommage pour l'Algérie, mais en tout cas, on espère que les deux équipes se qualifient. Il faut que les joueurs amènent l'arboisson, la bouffe,
et qu'ils amènent pas, et qu'ils appellent pas leur gris-gris et leur voyant. Benatia lui a dit que c'était le gingembre, le thé au gingembre qui lui avait fait mal. Oui, et qu'ils n'appellent pas leur voyant, parce que moi j'ai vu dans des matchs, dans des pays, en Tunisie notamment, en bas t'as des spectateurs de pays africains qui viennent, et quand ils voient comment ils tournent tout ça, t'as l'impression que c'est pas des... Les matchs africains, ça existe pour de bon, même en professionnel. Oui, t'as l'impression que c'est pas des simples... Il y a les gris-gris dans les cages. Voilà, c'est pas que des spectateurs, c'est... C'est des gens, voilà. Bon, en tout cas, on en reparlera de tout ça. Ce sont des affaires, j'allais dire, pour l'actualité, la grosse actualité de la semaine prochaine. Juste une petite parenthèse, pour ce qui est de la farce, j'ai regardé, moi, les 4 chaînes d'infos ce matin. Seul France Info TV en a parlé. Alors, justement, moi j'ai eu ça m'a interpellé quand même. J'ai eu une belle discussion l'autre jour avec plusieurs personnes, et j'ai eu la surprise de ma vie, parce que nous avons toujours le slogan... Tous les jours des surprises. Non mais, voilà, t'as raison, vous avez raison. Le slogan BFM, première radio et tout ça, et apparemment, il y a une partie, je dirais, de la classe moyenne haute en France, qui a déserté les deux chaînes d'information continue, CNews et BFM, et qui s'est installé sur LCI. Non, LCI, mais surtout sur France Info, parce qu'il trouve que le traitement de l'information est différencié. Oui, complètement. Et qu'il n'y a pas la passion de l'info du moment, que c'est toujours des gens qui viennent parler pour expliquer les choses. Et moi j'avais d'ailleurs le CSA, on parle parce que c'est public, le CSA un jour nous a fait une consultation pour dire comment voyez-vous l'emplacement et la place des médias d'information excusez-moi, dans les télés. À vos souhaits. Merci. Et en gras et en première ligne, moi je dis que je trouverais normal qu'on crée ce qu'on peut appeler un bloc d'information, et que les 5 ou 6 télévisions d'information continue soient l'une derrière l'autre. Peut-être par... C'est vrai. Ouais, mais il y a des problèmes de plage horaire. Non, tu les changes. C'est-à-dire qu'à la place de 23 aujourd'hui, on descend LCI qui est à 27. À 26. Ou 26. C'est vrai que France Info et LCI qui sont pertinentes, elles sont très très loin. Voilà, parce qu'elles ont été autorisées après. Après, c'est la dernière, voilà. Oui, elles sont vraiment pertinentes en plus. Imaginez qu'on ait, par exemple, aujourd'hui, BFM, CNews, France Info. On centralise en fait. On les 5. Et donc, voilà. Je serais même tenté de dire que France Info la première, étant donné que c'est le service public. On est d'accord, Christophe. Je l'ai écrit ça aussi, vous avez raison. Et je dis comme ça, les gens zappent sur les 5 et on va voir c'est les habitudes. Parce que BFM aujourd'hui se retrouve dans la situation de TF1 avant la naissance des autres chaînes, où techniquement quand vous éteignez votre ordinateur, votre télé, vous avez vu n'importe quelle chaîne, quand vous rouvrez, vous tombiez à l'époque sur TF1. À l'époque, Donc forcément... ça a changé, ça, heureusement. Ça a changé. Bon, alors messieurs, on va entamer quand même l'émission. C'est aussi ça, la discussion, le grand forum, tranquille. On est en famille avec Tarek Mami et Mourad Goual. On va parler donc de ce qui est intervenu hier matin, cet accord que certains qualifient d'ailleurs d'historique. Accord trouvé entre le Fatah et le Hamas. Et cet accord évidemment est très attendu au sein de la population de Gaza. On écoutera d'ailleurs, parce que je l'ai joint tout à l'heure, Ziad Medouk nous livrer son analyse. Mais d'abord la vôtre m'intéresse. Si vous permettez, Christophe, c'est pas pour vous bousculer, mais je préférerais écouter celle de Ziad quand vous voulez, de manière à ce que je puisse moi amener à la limite mon analyse complémentaire. Moi je vais juste donner mon avis. Voilà, vous pouvez. Ma question était toute simple que je lui ai posée à Ziad. Que faut-il en attendre? Est-ce que ça va changer concrètement pour les habitants de Gaza? Voici la réponse de Ziad Medouk. Ah super, ok, vous l'avez déjà en boîte. Ah bah oui, elle est là, super, bien sûr. On travaille un peu. Allez, Ziad Medouk, c'est à vous. Écoutez, la population de Gaza, donc, elle est très satisfaite de cet accord entre le Fatah et le Hamas, qui est venu après plusieurs tentatives de réconciliation entre les deux partis rivaux. Actuellement, la situation donc est très sérieuse pour les deux côtés. L'application de cet accord. À partir de cette semaine de demain, il y aura une visite du gouvernement palestinien de l'Union nationale à Gaza pour récupérer les ministères. Et donc, il y aura à partir de demain un contrôle total de toute l'administration palestinienne de la bande de Gaza par le gouvernement de l'Union nationale, créé en 2014 par l'administration suite à un autre accord de 2014. C'est vrai, entre 2014 et 2016, il y a eu beaucoup d'événements qui ont empêché donc l'application de l'accord de réconciliation, notamment l'offensive militaire israélien de l'été 2014 contre la bande de Gaza. Mais actuellement, avec l'intervention égyptienne, avec la conjoncture actuelle dans les territoires palestiniens et dans la région, et avec
le défi qui connaît la cause palestinienne. Les deux côtés, ils ont montré leur volonté de mettre en place cet accord d'application. Maintenant, la population palestinienne de Gaza, il attend l'application rapide de cet accord, notamment le règlement de beaucoup de problèmes, notamment les problèmes économiques et sociaux de 2 millions de Palestiniens de Gaza. Ils ont résisté au blocus israélien inhumain, surtout qu'ils ont résisté et qu'ils ont beaucoup souffert, surtout des conséquences dramatiques de cette division palestinienne. C'est vrai, il y a beaucoup de défis devant ce gouvernement, mais avec la volonté, avec l'aide de beaucoup de partis politiques en Palestine, je pense le problème de blocus israélien, ce sera le problème et le défi le plus important, parce que aujourd'hui il n'y aura pas de prétexte pour Israël pour continuer à imposer un blocus israélien inhumain contre la bande de Gaza. Auparavant, Israël disait que c'est le Hamas qui contrôle la bande de Gaza, que l'autorité palestinienne ne contrôle pas la bande de Gaza. Pour cela, on a imposé un blocus. Aujourd'hui, c'est l'autorité palestinienne qui contrôle la bande de Gaza. Deuxième défi, c'est régler le problème de les fonctionnaires. Il ne faut pas oublier que le Hamas a créé 40 000 postes militaires et civils et a recruté 40 000 fonctionnaires, donc il va payer ces fonctionnaires. Donc il y a une commission pour étudier comment intégrer ces 40 000 fonctionnaires avec les 130 000 fonctionnaires déjà payés par l'autorité palestinienne. Il y a problème des passages, surtout le passage de Rafah côté égyptien, les autres passages contrôlés par l'occupation israélienne. Il y a le problème de chômage, il y a le problème de beaucoup de problèmes économiques et sociaux qui reste un défi pour ce gouvernement. Mais je pense que les deux côtés sont sérieux. Il y a une volonté de deux côtés d'accélérer dans l'application de cet accord de réconciliation, parce que pour les deux côtés, c'est important d'affronter la nouvelle situation, la nouvelle conjoncture par l'unité nationale. Il ne faut pas oublier que le président Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, il veut négocier avec les Israéliens. Il va tenir un discours devant le monde avec une seule voix, la voix du peuple palestinien, la voix de l'unité nationale palestinienne. Et que le Hamas, après avoir perdu donc beaucoup d'alliés comme le Qatar, comme la Turquie, il veut récupérer sa popularité. Et donc, je pense que les intérêts de l'un et l'autre se sont rassemblés cette fois-ci. Et on espère surtout le souhait de la population palestinienne à Gaza, quel que soit l'objectif de l'un et l'autre, de voir des résultats concrets, notamment la levée de blocus israélien, surtout la réouverture des passages et en particulier une amélioration rapide de cette souffrance, de cette situation économique économique de 2 millions de Palestiniens de Gaza. Ziad Medouk, le directeur de l'université Al-Aqsa à Gaza, donc du département français de l'université Al-Aqsa à Gaza, donc qui réagissait. Il est assez optimiste d'ailleurs concernant cette réconciliation, cet accord trouvé. Et c'est intéressant lorsqu'il dit finalement Israël avait imposé un blocus parce que c'est le Hamas qui contrôlait cette bande de Gaza. Maintenant, cet argument ne tient plus. Ah si, il tient toujours parce qu'Israël ne reconnaît pas le Hamas tant que le Hamas ne l'enlèvera pas de sa constitution et de sa charte. C'est plus le Hamas qui contrôle là. Mais attends. Le Hamas, comme l'Iran et d'autres pays, exigent dans leur constitution la destruction d'Israël. C'est ce qui aujourd'hui est un point de choppement entre Israël et le Hamas. Le Hamas aujourd'hui est arrivé de manière essoufflée à ne plus tenir la Gaza et a besoin d'une alliance avec le Fatah. Israël, c'est des gens qui sont tous sauf cons, ceux qui dirigent Israël, contrairement à beaucoup de pays arabes. Et ils continueront à mettre en avant cette excuse du Hamas qui refuse de reconnaître Israël en tant que tel, comme l'a fait le Fatah. Et tant que le Hamas ne reconnaîtra pas Israël de la même manière que le Fatah, ça ne marchera pas. Secondo, il y a une grosse dichotomie entre le Fatah et le Hamas dans la gestion qu'ils ont de l'outil politique, de l'outil administratif, sachant que le Fatah est un organisme politique qui est très corrompu, qui détourne des millions et des millions d'euros d'aide qui sont en destination du peuple palestinien et qui n'arrivent jamais dans les caisses de l'État.
et qui vont dans les caisses des ministres comme dans tous les pays arabes qui se respectent. Donc, et le Hamas a prouvé par sa gestion de Gaza qu'il est arrivé à épurer ces problèmes de corruption et de détournement de fonds. Donc déjà, c'est un deuxième point d'achoppement. Le troisième point d'achoppement, le blocus, il n'est pas que israélien, il est israélo-égyptien. Égyptien, oui, absolument. Donc je pense que déjà le discours est en train de se biaiser et que voilà. Et puis n'oublions pas que le Hamas s'est fait voler l'élection présidentielle aussi. Donc Tarek, un peu plus nuancé peut-être. Ah oui, non mais c'est un peu plus compliqué que ça, hein, parce que vous ne trouvez pas dans la littérature et dans le discours politique iranien un mot qui parle d'effacer de la carte, par exemple, Israël. Même les Israéliens ne le trouvent pas. Ce qu'ils disent... Pourtant, ils le mettent en avant. Non. Ce qu'ils disent, c'est qu'Israël est appelé à disparaître. Ce qui est différent. Non. Ce qui est totalement différent. Et la reconnaissance aussi. Non, elle reconnaît pas les libres. Par exemple, les États-Unis. Et le Hamas aussi. Non, mais attendez. Non, mais c'est pour ça que je vous ai laissé développer. M'expanouir. Voilà. Donc, d'abord, l'Iran ne dit pas il faut faire la guerre pour détruire. Il dit. Non, pas du tout. Non, mais il dit l'histoire fait et fera qu'Israël disparaîtra de sa belle mort. Ce qui est différent, hein, on est d'accord. Ah ben, voilà. Totalement différent. Ça, c'est la première chose. Dans la charte de Hamas, alors, ça ne parle pas de destruction d'Israël, mais ça parle toujours de la Palestine, comme on appelle ça, de la colonisation, c'est-à-dire la totalité de la Palestine. Israël d'aujourd'hui et Palestine occupée aujourd'hui, c'est qui bien sûr amène la définition qu'à partir du moment qu'on dit que la Palestine, elle va de telle frontière à telle frontière, c'est l'inexistence d'Israël. Tout ça est dans la nuance. Voilà, dans les frontières de... Non, mais il n'y a pas de phrase, ma chère. Oui, mais il y a une différence entre dire appeler à la destruction et par ce contre, qu'on est en train d'expliquer. Dans la charte de l'OLP. Appeler à la destruction, c'est la sémantique d'Israël, je fais que la répéter. Non, mais donc, moi j'amène les sémantiques des autres, alors. Et, vous avez, par contre, dans l'ancienne charte de l'OLP, sous la présidence de Arafat, il y avait l'expression de détruire Israël ou d'enrayer. Et l'a enlevé lorsqu'il a intégré l'ONU. Attendez, avant. Quand il a été reçu par Mitterrand pour la première fois après l'élection de Mitterrand en 81, donc ça doit être dans le 82, 83, 84, après donc l'affaire de Beyrouth, son expulsion et le président Mitterrand qui était un homme fort sur ce point-là, et Arafat a préparé une réponse qu'il a donnée pour la première fois sur France 2, et quand il lui a dit mais dans la charte vous dites, et il dit cette expression caduc. Caduc, c'est pour caduc, et à partir de là, on l'a retiré. Donc c'est pas là. Ça, c'est sur la situation pourquoi ça marche pas. Pourquoi aujourd'hui ça marcherait ou ça ne marcherait pas? Ça devrait marcher, comme dit Ziad, pour une raison simple. Monsieur Abbas a aujourd'hui en gros 84 ans. Il n'a plus de légitimité politique depuis 2009. Donc depuis pratiquement 10 ans. Oui, il est président. Il est président. Ok? Et donc, aujourd'hui, s'il sortait dans la rue, il se ferait taper par n'importe quel gamin. Tout à fait. Bon. Donc, il rêve, comme depuis son accession au pouvoir, d'être l'homme qui amène la paix à son peuple. Et à partir du moment où de l'autre côté, Hamas est affaibli, il lui dit, ok, on y va. Donc, il saute sur l'occasion, il va beaucoup céder, hein, je vais vous le dire, moi. Mais il va garder le discours de l'apparence. Et donc, j'ai reçu, moi, d'un ami palestinien, comment on appelle ça, le fil des entretiens, des échanges en arabe entre les deux parties. On va le mettre tout à l'heure sur le FB de la radio sur Facebook. Je prendrai le temps ce week-end de le traduire pour le mettre en français, mais on le met d'ores et déjà en arabe. En clair, ils ont parlé de toutes les questions, sauf des 3 questions qui fâchent. C'est pour ça que ça marche. Donc il y a 3 points qui fâchent. Lesquels? Donc ils éludent des points qui fâchent, mais ça va marcher. Oui. Voilà. Pourquoi? Je suis pas convaincu de la méthode. Non, mais c'est la méthode parce qu'ils n'ont plus le choix. Ce que je vous propose, Tarek, c'est que vous nous expliquez. Dans un instant, on met un peu de pub. Vous savez, on fait un peu de teasing là. Oui, pourquoi? Tout à fait. Justement, question et remarque intéressante de Morad. Pourquoi en omettant, éludant les 3 points qui fâchent, ça va marcher? En 5 secondes, c'est parce qu'en général, en politique, on dit mettons-nous d'accord d'abord sur le plus petit dénominateur commun pour enclencher le mouvement. Et après on verra. On y revient après la pub. Vous nous direz dans un instant quels sont les points qui fâchent justement, parce que c'est intéressant de le savoir. On en reparle évidemment avec Tarek Pami, Morad Goual, à suivre aussi cet hommage au recteur de Clermont-Ferrand qui nous a quittés. Paix à son âme, et il était d'ailleurs
grandement respecté au-delà même d'ailleurs des musulmans. Vous avez été donc assisté à l'enterrement de ce monsieur. À la levée du corps. Levée du corps, c'était mardi dernier. Vous avez choisi et décidé de faire un hommage. Et on parlera évidemment du Maroc. Du Maroc avec la présence de l'Assemblée nationale d'un homme qui décidément dérange. À tout de suite. France Maghreb 2. France Maghreb 2. LGF, le grand forum avec Tarek Mami et Mourad Goual. Je vous rappelle d'ailleurs la question du jour sur laquelle vous pouvez voter sur Facebook ainsi que sur Twitter. LGF officiel et France Maghreb 2 sur la page Facebook bien sûr. Vous savez que la mairie de Paris, Anne Hidalgo, a cette volonté de faire disparaître totalement les voitures et elle a émis donc une proposition d'ici 2030, plus après le diesel, plus d'essence. Donc dans les rues de Paris. Donc est-ce que ça vous paraît possible? Vous êtes pour l'instant 56% à dire non, voilà, que ce soit pas possible en tout cas. Bon. C'est possible ou c'est souhaitable? Possible en tout cas. Est-ce que c'est possible de faire partir toutes les voitures de Paris, puisque le diesel a s'y attaqué après d'ici 2022 pour le diesel et 2030 pour l'essence. Donc il y aura plus que des voitures électriques et hybrides. Donc voilà. Il faut savoir que sa politique de réduction de la vitesse, elle augmente la pollution parce qu'il y a des bouchons de partout. Donc les voitures tournent toujours plus parce qu'elles restent plus sur place. Enfin, c'est une politique comment on appelle ça, dogmatique, c'est sectaire. Et puis une information qu'on vous révélait il y a une quinzaine de jours pour quand même vous pouvez quand même qu'on est un peu informé dans le domaine. Le président de la République, on vous annonçait qu'il devrait s'exprimer dans un grand média, ça y est, c'est chose faite et annoncée, s'exprimera dimanche. Et répondra aux questions de 2 journalistes dont Gilles Boulot de TF1. Ça se passera dimanche. Emmanuel Macron, le président français, qui va tenter peut-être de reprendre un peu la main après une période un peu compliquée et difficile. Alors revenons à cette réconciliation interpalestinienne entre le Fatah et le Hamas. Tarek Mami nous expliquait qu'il y a donc les accords qui ont été trouvés, l'accord a été trouvé avec donc les points qui rassemblent, mais il y a, et vous nous en faisiez part il y a quelques instants, 3 points qui fâchent. Et pour l'instant, les 2 parties ont choisi de ne pas en parler. Quels sont d'abord ces points qui fâchent? Alors en fait, les 3 points qui fâchent, à propos desquels ils ont parlé, mais ils ont trouvé des solutions intermédiaires qui ne fâchent personne. Le premier point, c'est les frontières. Depuis donc 2007, c'est le Hamas qui contrôle entre guillemets les frontières avec l'Égypte et avec Israël, mais des frontières qui sont bloquées par Israël puisque c'est un blocus, et côté égyptien il y a aussi le blocus, et le blocus côté égyptien est encore plus fort que du temps du président Moubarak et plus fort que du temps du président islamiste Morsi. Voilà. Donc sur cette question, le Hamas cède entre guillemets les frontières à l'autorité palestinienne, avec un numéro 2 des frontières qui lui est issu du Hamas, et avec en cas de conflit les renseignements et la sécurité égyptienne qui tranchent. Donc en clair, ils l'ont donné en Palestine, ils l'ont donné à Abbas, tout en déléguant le pouvoir ultime à l'Égypte. Ça, c'est le premier point. Donc, voilà la nuance, comment ça a été. Le deuxième point, donc, qui pose problème et qui est plus ou moins, évacué de la discussion, ce sont les armes de Hamas. C'est-à-dire que, aujourd'hui, Abbas a toujours dit, moi, si je prends le contrôle, il n'y a qu'un seul État, et je veux un seul ministre de la Défense qui ordonne tout. Et donc là, on est plutôt en train de se diriger peut-être vers une solution à la Hezbollah, au Liban, mais avec des signatures secrètes qui ne seront pas publiées, où ces armes, une partie est donnée à l'autorité palestinienne, l'autre partie, parce qu'il y a quand même 30 000 combattants de Hamas, serait entre les mains de Hamas, avec une utilisation strictement défensive et aucune offensive. C'est-à-dire que si demain l'armée israélienne fait comme elle a fait en 2012, 2014, 2010, attaque, les Gazaouis peuvent se défendre, mais ils n'entreprennent pas d'opération. Le troisième, c'est quel avenir pour l'élection législative et les élections présidentielles à venir, et est-ce qu'on arrive à faire de la résistance palestinienne, ou en tout cas de la demande de dépendance, un seul parti en fusionnant le Hamas ou le Fatah, ou est-ce qu'on laisse les deux? Voilà les 3 gros dossiers sur lesquels la bataille. Par contre, comme on a le texte en langue arabe de tout ce qui a été fait, etc., le Hamas donne les clés de Gaza pour tout ce qui est administration, j'allais dire civile. D'accord. C'est-à-dire les administrations, ils profitent pour récupérer les salaires des fonctionnaires,
qui n'ont pas été payés depuis, je crois, 4 ou 5 ans par Abbas, parce que Abbas, lui aussi, il faut le savoir, fait un blocus contre Gaza. Oui. Et quand il fait le blocus contre Gaza, il fait pas le blocus contre le Hamas. Il fait contre le peuple. Voilà. Et donc, ça, c'est réglé. Deuxième chose, il y aurait, en plus donc des fonctionnaires d'aujourd'hui, 30 000 fonctionnaires qui viendraient de la Cisjordanie pour contrôler la ville, y compris des policiers, et à peu près 30 000 autres qui seront embauchés. En fait, il faut redonner, comme dirait l'économiste, du pouvoir d'achat à la population de Gaza pour qu'elle ait un meilleur niveau de vie. Et derrière, Abbas prendra en charge les paiements des factures d'électricité. Et donc, comme vous le savez, cher Christophe, il demande à doubler ou tripler le nombre d'heures d'électricité. Voilà, en gros, l'accord. On l'a en arabe sur le site de Facebook et on l'aura demain en français. Mais pour moi, les trois grosses questions sont abordées sans être tranchées. Mais avec ça, on reste optimiste parce que chacun, en fait, a... Est-ce que le blocus, il tient toujours alors de la part d'Israël? Alors, côté Israël, il tiendra probablement parce qu'ils diront ce qu'a dit Mourad tout à l'heure, il y a les armes, ils ne nous reconnaissent pas, mais ça c'est un prétexte. Mais maintenant, ce qu'il faut vérifier... L'argument n'est plus valable, là. Non, mais c'est pas grave. Dans la bouche d'Israéliens, c'est toujours valable. Ils se sont retirés hier avec les Américains de l'UNESCO. On en parlera après, donc tous les arguments sont bons. Mais c'est l'Égypte qui fait le vrai blocus, qui va avoir le contrôle des frontières, et on verra si l'Égypte respecte ou pas, parce qu'aujourd'hui la partie palestinienne c'est pas 2 parties, c'est 3 parties. Oui. Et donc si la partie égyptienne ouvre les frontières, le niveau de vie va beaucoup changer en quelques semaines. Mais le commerce reprendra. Le commerce, non mais les médicaments. Et les médicaments. Ouais. Et puis l'électricité, parce que il faut savoir aussi que je demande à Ziad, est-ce que c'est toujours, il m'a dit, entre 4 et 5 heures par jour. Non mais là, ça peut s'ouvrir, j'allais dire dans des horaires administratifs, plutôt 8 heures, 18 heures. Et peut-être le week-end 4 heures. Et donc, si vous voulez, c'est pour ça que les Palestiniens sont, enthousiastes. Et surtout, aujourd'hui, Abbas a reçu le message des habitants de Gaza et non pas de Hamas, c'est que dès qu'ils ont annoncé l'accord, la population est descendue dans la rue pour applaudir et faire le yo, c'est-à-dire dire on est d'accord. Donc si demain il continue son blocus, pour la population de Gaza, c'est plus Hamas qui est faible aujourd'hui. Dernier mot sur Hamas. Hamas a tiré la leçon de toutes les bêtises et de toutes les erreurs stratégiques qu'elle a faites sur le terrain politique, notamment par son ancien patron au président, qui a été du côté du Qatar et de l'Arabie Saoudite contre la Syrie, alors qu'il n'y avait pas objet, et surtout, ils n'ont pas tiré à la Hamas la première expérience de Arafat à laquelle il s'est excusé, puisque Arafat, quand il y a eu l'opération de l'Irak, de l'invasion américaine pour le Koweït, tous les pays arabes ont dit l'Irak doit se retirer, sauf lui, parce qu'à l'époque, Saddam versait, aidait l'OLP. Et donc aujourd'hui, Hamas tire le leçon, elle a changé de président. C'est maintenant Haniya, ce n'est plus, comment il s'appelle, celui qui le précédait, et qui lui avait un discours fort contre Bachar al-Assad, alors que Bachar al-Assad lui a sauvé la vie, puisqu'il a été empoisonné à Damas, et que dans les négociations de couloir, il a été sauvé. Et moi, je reste convaincu que l'histoire des armes, l'histoire de la corruption, parce que c'est pas quelque chose... La corruption, elle est côté Cisjordanie. Ouais, elle n'est pas côté Hamas. C'est ce que je dis. Le Fatah est un parti qui est corrompu jusqu'aux os, et je suis pas convaincu que cette union fasse un mariage heureux. Bon, on verra. On leur demande pas de faire un mariage heureux au stade où nous en sommes, cher Mourad. On leur mariage constructif. Voilà, comment on appelle ça, un mariage de raison, voilà. Pas un mariage d'amour. Voilà. C'est un peu comme ce qui se faisait à l'époque. Voilà, les mariages de raison. Mourad, c'était à l'époque, quoi. Non, il a pas connu, lui, il est très jeune. Moi, je suis un fou. J'aime la passion. Oui. On voit où ça mène parfois. Allez. Dans un instant, on va parler du Maroc et puis évidemment l'hommage dans un instant aussi au recteur imam de Clermont-Ferrand. Pour l'heure, un petit tour du côté du zapping. On va aller vers chez toi justement, mon cher Mourad, puisque hier soir, France 2 proposait envoyé spécial en prime time. L'émission s'intéressait notamment au détournement de fonds au Sénat qui aurait duré de 2002 à 2014. Sénat. Oui, au Sénat. Pour les besoins de l'enquête, un journaliste est allé interroger Jean-Claude Gaudin, maire de Marseille. Quand le sujet du détournement de fonds a été mis sur la table, l'homme politique s'est totalement emporté.
Il est clair qu'au Sénat, aujourd'hui, sous l'autorité du président Larcher, il n'y a pas de choses qui ne marcheraient pas. Et avant, ça c'était le cas. Avant, non. Avant, peut-être, il y a eu des habitudes. Je les ai, de toute manière, quand j'étais président de groupe, arrêtées. Mais quand on lui parle de plusieurs chèques perçus, il s'emporte. Non, c'est moi. Mais peu importe. Mais alors, quand vous avez touché un petit peu d'argent, 20 000 euros par an. Mais qu'est-ce que vous venez me dire, là? Mais vous n'avez pas honte de me dire ça? Mais c'est un scandale, monsieur. Le Sénat s'est toujours très bien comporté. Et sous l'autorité du président Larcher, tout a été clair, transparent. Que d'autres fassent la même chose. Allez, merci. Bravo, Jean-Claude. Non, mais quelle audace. Jean-Claude Gaudin assure qu'il est l'un de ceux qui ont mis fin au système en 2014. Voilà, Jean-Claude Gaudin, énervé. Cette colère, je la connais parce que j'ai eu à l'affronter lors du débat sur l'identité nationale, où Jean-Claude Gaudin avait eu ses propos à l'endroit des supporters algériens. Il avait dit quand 200 000 musulmans déferlent sur le Vieux-Port, ça fait peur. Et je me rappelle que cette confrontation m'a coûté ma place à la mairie, m'a coûté ma place au régional, mais j'en suis fier. Et cette colère, c'est juste de la mauvaise foi, parce que on avait les 4 chèques les journalistes ont fait leur boulot, ils ont montré les 4 chèques, ils ont été jusqu'à la banque pour être certains que ces chèques étaient des vrais chèques qui avaient été bien émis et encaissés, et qu'effectivement il y avait un système de détournement de l'argent public destiné au financement des postes de parlementaires au Sénat. C'est une pratique qui a duré pendant 10 ans, que chacun s'en est mis plein les poches, y compris François Fillon et Monsieur Rotaillot, son directeur de campagne, qui a perçu plus de 90 000 euros non, c'est pas Monsieur Rotaillot, pardon, c'est le ministre du Parlement, pardon, aidez-moi, qui a été le ministre du Parlement déjà, j'ai un trou. Bref, le ministre du Parlement, donc il y avait un conflit d'intérêts parce que lui, il était en charge de représenter l'État auprès de l'Assemblée nationale et du Sénat, percevait 4 000 euros par mois. Monsieur de Rincourt. D'accord. Voilà. Bon, Tarek, il a été dénoncé par la banque d'ailleurs. La colère de Jean-Claude Gaudin vous surprend? Elle ne me surprend pas, c'est une stratégie politique dans la bouche de Monsieur Gaudin et de quelques autres, j'allais dire, éléphants de la politique française, qui, à la limite, si on met, je sais pas, celui qui calcule le volume du son, plus le volume monte, plus il est en train de mentir. C'est une tactique? Ah ben c'est une tactique. C'est-à-dire qu'au lieu de dire non monsieur, surtout quand il y a des chèques et des preuves, et c'est vrai que pendant 10 ans, le groupe, et uniquement le groupe, RPR à l'époque, LR à l'époque. Non, c'est pas RPR, c'est surtout les centristes en fait, c'est même pas l'UMP. Non, l'UMP était dedans aussi. Oui, non, mais c'est une pratique. Oui, non, mais l'UMP parce que lui et d'autres, ils sont dedans. Donc c'est une pratique à droite, comme ils ont la majorité tout le temps, donc ils se sont débrouillés au Sénat. Mais la loi va dans leur sens en plus, parce qu'à l'émission. Non, mais c'est pas la loi. C'est comme Monsieur Fillon, est-ce qu'il a le droit de faire travailler sa femme ou pas? L'enquête a été classée. Elle a été classée parce que les avocats. C'est dans le sens, on a le droit de faire travailler sa femme. Il y a un appel qui a Sauf que, il faut prouver que sa femme a travaillé. Ouais. Et donc, tout ça, c'est les failles qui, aujourd'hui, normalement, sont colmatées par la nouvelle loi de Monsieur Bayrou, votée par la majorité de Monsieur Macron. Mais bon, je veux dire, au lieu de reconnaître, vous savez, il y a un homme extraordinaire dans cette affaire, on n'en parle pas souvent, mais ça, on peut en parler de temps en temps, c'est Jospin. Jospin, quand il arrive, il trouve cette habitude d'enveloppe ministériel qu'on donne au ministre, et chacun fait ce qu'il veut. Et il dit c'est un scandale. En liquide. Et c'est d'ailleurs comme ça que M. Hortefeux a été après. Condamné, Et il dit non. Donc, on me dit que le ministre a besoin de faire un truc. Ben, dans l'enveloppe publique du budget, on lui rajoute l'équivalent donc du 30% de ça. Il a le droit de les donner, mais il les donne pas en espèces, il les donne par chèque. Et Monsieur Gaudin et d'autres auraient pu dire, en ces temps-là, il n'y avait pas la loi de financement, il y avait pas. Maintenant, il n'y en a plus. Et d'ailleurs, à 3 reprises, il dit du temps de Monsieur Larcher. Or, c'était pas Monsieur Larcher qui était président. Non. Avant Larcher, ça existait. Sous Larcher, ça existait. Et ça a été arrêté sous Larcher. Tout à fait. Bon, mais les grands hommes politiques, ils ont ça pour eux. 8 millions d'euros quand même. Et les grands hommes. En tout cas, un bon reportage hier soir sur France. Ils ont changé de formule, l'envoyé spécial. Oui, c'est Élise Lucet maintenant qui le recommande. Mais depuis un an, je les trouve très incisifs. Alors des fois, il y a des reportages qui un peu me gonflent parce que c'est vraiment orienté, qu'ils ont vraiment envie de faire du cassage de tête et rien d'autre. Mais par contre, je sais pas si elle est rédactrice en chef d'ailleurs, faudrait voir. Ouais, mais après c'est pertinent. Je trouve que c'est très pertinent. Elle fait une très bonne émission, Cash Investigation là, c'est très bien. Alors dans le zapping et pour
pour finir, parce que voilà, je sais que le vendredi, il faut mettre un peu moins dans le zapping, parce qu'il y a de la parlotte. On mettra de la musique la semaine prochaine. Non, pas du tout. Mais au contraire, c'est bien. On apporte du contenu, les gars. On va faire de la musique. Non, la musique, il y en a assez. Le suspense à l'UNESCO, qui prendra la succession d'Irina Bokora à la tête de l'Agence des Nations Unies pour l'éducation et la culture. On le saura ce soir lors du vote final. Pour l'instant. Non, mais est-ce que vous avez les chiffres, les derniers chiffres? Non, je les ai pas encore. Bon, les derniers chiffres, donc je sais pas si c'est le deuxième tour. Vous êtes bien assis, cher Christophe? Oui. Qatar, 22 voix. Ouais. France, 18 voix. Ouais. Égypte, 18 voix. D'accord. Donc et c'est avec cette voix-là qu'on va partir. Qui prendrait la tête. Il a bien acheté le match de foot, il peut bien acheter l'UNESCO. En tous les cas. Et les Américains, bien sûr, se sont retirés. Je crois que cet après-midi, peut-être même à l'heure où on parle, il y a justement un partage entre la France et l'Égypte pour justement affronter le Qatar. Oui, donc en finale, le candidat du Qatar. Et vous savez qui c'est le candidat ou la candidate de la France? Oui, c'est Audrey Azoulay. Ouais, c'est Audrey Azoulay, la fille du conseiller du roi du Maroc. Au Maroc, André, l'ancienne ministre de la culture en France, sous la dernière année de Hollande, et surtout la conseillère de Hollande à l'Élysée depuis l'élection de Hollande en 2012. En tous les cas, l'UNESCO est sous le choc. Donc le Maroc soutient la France. Ah oui, ça, c'est pas nouveau. Depuis la décision, effectivement, hier soir des États-Unis et ensuite d'Israël de quitter l'organisation. Même si ce n'est pas la première fois, faut le rappeler que les États-Unis claquent la porte. Non, ils ont jamais claqué la porte, Christophe. D'après mes infos, ils ont claqué à plusieurs reprises. Ils ont arrêté de financer les 22% qu'ils versent pour le budget en 2011. Et là, ils ont déclaré qu'ils se retirent. Mais attends, faut rigoler. Elles demandent à garder le statut, comme la Palestine, d'État observateur non membre. C'est rigolo quand même. En tout cas, les États-Unis vraisemblablement ne versent plus depuis 2011. Donc leur contribution à l'UNESCO depuis plusieurs années et dénoncent la politique pro-palestinienne de l'agence dans le texte anti-israélienne. Voilà, dans le texte c'était anti-israélien. Oui. Selon se défend d'ailleurs Irina Bokova, donc la directrice sortante de l'UNESCO. Écoutez. L'UNESCO n'est pas une institution anti-israélienne, je dirais aussi antisémite. Depuis déjà 8 ans, j'ai développé un programme très solide sur la préservation de la mémoire de la Shoah. Nous travaillons beaucoup avec le mémoire de la Shoah ici en France, mais avec le Washington Memorial, avec Yad Vashem et beaucoup des autres réseaux des chercheurs, et aussi introduire dans le système éducatif cet aspect si important pour la défense des droits humains, pour prévenir les génocides aujourd'hui. C'est le sens de notre organisation, de rassembler, de partager, parce que on ne peut pas couper en pièces cette histoire et ce patrimoine. Et c'est pourquoi je déplore cette décision de la retraite des États-Unis. S'ils ont, et Israël, s'ils ont, je dirais, des opinions qui diffèrent, ça doit être ici au sein de l'UNESCO de travailler avec les autres pays et de l'exprimer ce point de vue. Voilà, donc la présidente sortante Irina Bokova, donc qui s'exprimait et qui réfute totalement les accusations des États-Unis et d'Israël. De toute façon, je veux dire, le patrimoine mondial et le patrimoine universel est bien plus grand et incommensurable et ne se limite pas justement à Israël. Donc qui pensent qu'ils veulent de l'UNESCO, l'UNESCO a un rôle prépondérant dans la préservation et dans la culture. Ouais. Et voilà, la terre est grande. Effectivement. Allez, on va parler maintenant. Un petit mot, Christophe. Oui, pardon. Sur ça, c'est que en fait, quand vous voyez l'histoire de l'humanité, vous avez en général ce qu'on appelle un suzerain, donc le grand, c'est lui qui décide, et vous avez le vassal, c'est lui qui suit. Ouais. Sur cette image-là, on a compris qui est le suiveur. Hein. Non mais on se pose la question. Voilà, c'est la question que je me pose. Évident, là, hein. Voilà, parce que d'habitude, le petit suit le grand, et le grand, quand ses propres intérêts sont en cause, écrase le petit. Le grand étant aujourd'hui les États-Unis, le petit étant Israël. Mais c'est la première fois dans l'histoire qu'on voit le rêve ou la demande du petit suivi par le grand. Et donc c'est tout un mental en fait qu'il faut voir aujourd'hui sur le début de la fin des États-Unis,
quand on y rajoute le fait que les Chinois vont commencer à négocier, à acheter leur pétrole en yuan avec pas le dollar, et donc aujourd'hui vous voyez une espèce de rétrécissement des pouvoirs américains à travers le monde. C'est pour ça qu'il est en train de s'isoler en sortant de toutes les institutions internationales. Voilà. Pour n'exister que par lui-même. Et pour l'UNESCO, en fait, Christophe, le dernier tour qui aura lieu tout à l'heure. Ça passe à l'Égypte. La France, pardon, parce que l'Égypte a cédé sa place à la France. Non, elle n'a pas cédé sa place à la France. Ils ont fait ce qu'on appelle une élection intermédiaire. Ils avaient chacune 18. Donc, il fallait sortir un de 18. Et la France a gagné, comme par hasard, 31 contre l'Égypte 25 et 2 blancs. Et donc, je pense que le Maroc a fait un peu de travail dans les couloirs. Et donc, tout à l'heure, on verra le France-Qatar. France-Qatar, c'est comme un super match de foot. Et pour la France, c'est une femme, Madame Azoulay, et pour le Qatar, c'est Monsieur El Kawari, un homme. Voilà, bon, on suivra ça de près en tout cas. Bien entendu, c'est ce soir que ça va se jouer. Tout à l'heure, oui. Bien sûr. Alors, dans un instant, on va parler du Maroc avec une personnalité non grata au Parlement marocain. Et puis cet hommage, bien sûr, Tarek Mami, donc à l'imam recteur de la mosquée de Clermont-Ferrand qui n'est plus. Et puis Mourad, t'as un coup de cœur aujourd'hui. Tu vas nous emmener, tiens, comme par hasard, à Marseille. On va parler de l'association Massilia Baraka qui fait des maraudes pour les plus démunis de Marseille. Et on aura sa présidente au téléphone. On aura sa présidente, Madame Sissaoui, au téléphone à 17h40. Très bien. Et puis vous n'oubliez pas évidemment la question du jour à propos, selon la volonté de la maire de Paris, Anne Hidalgo, de débarrasser la ville de Paris des voitures. Après le diesel, c'est l'essence. Et elle s'est fixée comme date limite 2030. Est-ce possible selon vous? Vous continuez à répondre à cette question du jour sur Twitter @GF officiel, sur la page Facebook France Maghreb 2. À tout de suite. LGF, le grand forum avec Mourad Goual et Tarek Mami sur France Maghreb 2, bien sûr. Et on va aller direction le Maroc maintenant. Alors c'est une affaire qui n'a pas été énormément médiatisée, Tarek. En tout cas pas dans la presse occidentale. Oui, c'est clair. Du tout. Et j'allais même dire dans la presse communautaire non plus. Non plus. Alors il y a eu beaucoup dans la presse maroco-marocaine. Ouais. Alors paradoxalement, il y en a eu beaucoup dans la presse israélo-israélienne, oui. Mais pas à travers le reste. Alors israélo-israélienne, maroco-marocaine, j'allais dire, je comprends. En quelques mots, que s'est-il passé, Tarek? En quelques mots, voilà. Vous avez une assemblée qui s'appelle l'Assemblée méditerranéenne des assemblées des pays donc du pourtour de la Méditerranée, qui a été créée dans le cadre de ce que voulait faire Monsieur Sarkozy. Et donc, une des rares institutions qui tournent, c'est que des représentants des parlements se réunissent dans un pays de temps en temps. Et donc là, c'était venu autour du Maroc. Donc l'Égypte a refusé de l'organiser, la Tunisie, les autres pays. Il y a eu en Grèce, il y a eu en Turquie. Donc il y a eu dans des pays neutres, entre guillemets, entre les Arabes, machin, et des pays arabes se sont rendus. Et donc là, c'était arrivé autour du Maroc, et là, le Maroc a accepté. Et vous avez une délégation donc du Parlement israélien qui débarque avec à sa tête, excusez du peu, l'ancien ministre de la sécurité israélienne, Amir Peres. Et donc quand il arrive donc au Parlement, il y a le groupe de solidarité et de soutien au peuple palestinien avec ses députés qui se lèvent et qui le virent de l'Assemblée en lui disant, nous ici au Maroc, on n'accepte pas, non pas les Juifs, non pas les Israéliens peut-être, mais en tout cas pas les assassins. Et il y a eu un scandale, une bagarre, des insultes orales entre la délégation israélienne et la délégation et les représentants, donc les députés, ouais. et donc ils l'ont fait sortir de fait. Ça a été annulé. Alors quelques députés ont été présentés leurs excuses au ministre israélien, mais la majorité, il y avait une majorité silencieuse, et il y a les actifs. Et le lendemain, les autres ont été plus loin, donc ceux qui voulaient expulser, ils ont été déposés une plainte apparemment au procureur pour demander l'arrestation sur place de monsieur Amir Peres en sa qualité d'assassin pour l'envoyer au CPI. Chose qu'ils n'ont pas obtenue pour l'instant. Chose qu'ils n'ont pas obtenue. Et l'autre, donc, on a dû lui dire, tu sais, ça va monter au palais, certainement. Et puis, on arrête, on ferme. Peut-être que les Marocains officiels se sont dit, on fait une tentative. On voit comment ça marche. Ça fait toujours partie de la... On revient à ce qu'on disait sur Interpol et l'adhésion de la Palestine à Interpol. Oui. Non, c'est pas les Palestiniens qui ont demandé. Non, mais nous, il y a 2 semaines, on a évoqué ce sujet. Tout à fait. Mais personne pourrait émettre un mandat. Si. Et on avait parlé du Maroc, d'ailleurs. Oui, si Abbas ou les Palestiniens avaient déposé, peut-être que. Mais en tout cas, voilà. Et ça fait un très grand... Ça fait un tollé, Ça fait un tollé populaire. Ouais.
Et les gens ont fini maintenant, beaucoup disent, vous allez pas nous avoir parce que nous sommes assoupis. On vous a mis d'ailleurs la vidéo de la scène qui s'est passée au Parlement sur le Facebook de la radio France Maghreb 2, allez voir. Voilà, donc, et en fait, quels sont les journaux qui ont sorti cette information? Ouais. Comme par hasard, c'est les médias russes qui, eux, ont aujourd'hui aussi un problème en Syrie avec Israël et les Américains, et les télévisions du Moyen-Orient, dites progressistes, dites pro-arabes, dites ce que vous voulez, c'est-à-dire le Mayadin pour le Liban, le Manar pour Hezbollah, et Al-Alam pour l'Iran en langue arabe. Et donc, dans le monde arabe, aujourd'hui, ça fait scandale. Et pour en terminer, on dirait qu'il y a des gens dans les pays arabes, avant même qu'on termine la question palestinienne, font des tests. Ouais. Moi, Ben Ali est parti, dictateur, pas dictateur, autoritaire, mais je me rappelle d'un discours de Ben Ali, à un certain moment, où il disait dans un truc officiel, où il disait dans un truc officiel, nous aurons des relations proportionnelles avec Israël. Chaque fois que les Palestiniens obtiennent quelque chose, ils obtiendront quelque chose de nous. Le jour où les Palestiniens auront leur État en toute indépendance, nous reconnaîtrons Israël. Et donc, il a fait, comme pour Guiba, un petit peu la graduation. Aujourd'hui, les hommes politiques disent on teste et on va voir si on suit ou si on suit pas. Bon, en tout cas, gros scandale au Maroc et beaucoup saluent d'ailleurs la réaction marocaine. Vous voyez, c'est les commentaires sur Facebook. Ah, bravo le Maroc, voilà, vous nous représentez fièrement. Ah, mais ça dépend de quel côté. Ouais. Il représente fièrement d'avoir reçu. Non, pas du tout. Je pense que diplomatiquement, on peut pas s'empêcher de les recevoir. Il faut, être cohérent. Par l'Assemblée. Non, mais attendez, Tarek a en Algérie, par exemple, elle est membre de Parlement, elle les accepte pas, il y va pas. Non, là, on parle bien des tortionnaires, des assassins. Tout à fait, ouais. Voilà, qui sont, mais en aucun cas, évidemment, il s'agit de ne pas recevoir d'Israéliens ou de Juifs, etc. Surtout les Juifs marocains qui viennent marocains, ils ont toute leur place. Ils sont chez eux. Ils sont chez eux. Jusqu'à même conseiller des rois, donc du roi. Ils sont chez eux. Donc, le problème n'est pas une question de juifs ou d'israéliens, c'est une question d'un tortionnaire et pas tortionnaire. Ça pas. C'est comme voir M. Valls, moi ça me revulse. Tu sais, Tarek. Non, mais vous permettez, moi ça me revulse de voir M. Valls, Premier ministre de la France. Oui. Aux côtés de la ministre de la justice actuelle israélienne, qui dit qu'il faut tuer toutes les femmes palestiniennes parce que leurs enfants se servent pas. Et ces gens-là viennent nous donner à nous des leçons de morale et d'éthique. Alors stop. Mais tu sais le conflit israélo-palestinien et l'agressivité des pays de la terre entière à l'endroit d'Israël cessera le jour où les séfarades cesseront de faire des affaires et prendront en main la politique. Parce qu'ils ont laissé la politique aux Ashkénazes. Ouais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui Israël est un état de guerre. C'est parce que les Ashkénazes ont toujours été dans une position de guerre. Les séfarades n'ont pas de poste, je crois. Non, mais ils n'ont pas des postes de responsabilité. Ils sont dans le business. Ils ont eu beaucoup avec Begin, mais ça n'a rien changé. En tout cas, ils ont des positions qui sont plus. On peut mieux discuter avec un séfarade, alors peut-être parce qu'on est maghrébins nous-mêmes. Non, ça dépend. Alors, est-ce que vous êtes au courant de ce que les Ashkénazes ont fait aux séfarades dans les années 50 sur les enfants? Je parle pas du passé, je parle d'aujourd'hui, dans les relations que nous on entretient avec les Juifs et les Israéliens aujourd'hui. Nos origines font qu'on a plus de facilité à commercer, à dialoguer, à échanger, à travailler avec les Juifs séfarades qu'avec les Juifs orthodoxes. Parce qu'il y a une culture qui est un peu... Pas les Juifs orthodoxes, les Juifs ashkénazes, pardon. Bon, alors je rajoute qu'aujourd'hui, il y a une grosse affaire qui est en train de faire la une dans les journaux israéliens, c'est que dans les années 50, les Ashkénazes et les Juifs venus de l'Est considéraient que les Maghrébins juifs n'avaient ni la capacité financière ni la capacité intellectuelle d'élever des enfants. Et chaque fois, plusieurs fois, on amène des enfants malades, on les déclare morts et en fait on les donne aux Ashkénazes et ceux-là ont cru ou croyaient qu'il allait sauver le peuple juif par ses gosses, par ses séfarades, et aujourd'hui c'est un gros scandale. Donc le comportement d'Israël dirigé par les Ashkénazes est le même vis-à-vis des Palestiniens, des Juifs yéménites, des Juifs du Maghreb, et c'est un problème de complexe de supériorité qui on est d'accord. Voilà, et donc sur cet accord, de reprendre en main sur cet accord, nous allons enchaîner à 17h30 sur France Maghreb 2. Bon début de soirée, bon retour à la maison dans les bouchons peut-être. Bon courage. On va maintenant faire un hommage, et plutôt Tarek Mami à qui je vais laisser la parole parce que c'est quelqu'un qu'il a bien connu, quelqu'un qui était je me disais tout à l'heure, grandement apprécié, et au-delà de sa propre communauté, à savoir les musulmans. Il s'agit du recteur et de l'imam de la mosquée de Clermont-Ferrand, et qui s'en est allé la semaine dernière. La levée du corps était mardi, vous y avez participé, Tarek, et vous avez tenu à ce qu'on en parle aujourd'hui.
C'est un hommage à Cheikh Hossein Majdoub. Cheikh Hossein Majdoub est le recteur de la grande mosquée de Clermont-Ferrand et son imam principal. J'ai eu l'honneur et le plaisir de le connaître à travers mon ami Brahim Hasmaïl, parce que tous les deux sont originaires du sud de l'Algérie. Dans le sud de l'Algérie, il y a un érudit, un homme d'islam, connu de tous en Algérie, malheureusement pas très connu ni dans le Maghreb, ni dans le monde arabe, ni dans le monde musulman. Il s'appelait Monsieur Haj Lekbir. Haj Lekbir est connu pour avoir fait des choses extraordinaires, toutes simples. L'une des premières choses qu'il a faites, c'est quand il y a eu le déferlement du fils sur l'Algérie, il y a une délégation du FUS qui est partie donc à Adrar, dans le sud algérien. Et les élèves, qui étaient très nombreux de Cheikh Lekbir, étaient gênés parce qu'ils étaient dans l'éducation religieuse, ils apprenaient l'islam et il y a le fils qui débarque. Et quelqu'un est allé lui poser la question pour lui dire la problématique, qu'il souhaiterait aller écouter les discours du fils. Il leur a dit, il n'y a aucun problème, à une seule condition, à votre tour, vous nous ferez un résumé de ce que vous avez compris. Et donc, de très nombreux étudiants ont été assistés au discours des représentants des fils, je ne sais pas qui était sur place, et ils ont quitté pratiquement tous au bout de quelques minutes, ou en tout cas de 10, 15, 20 minutes, parce qu'ils ne se sont pas retrouvés dans ce que leur Cheikh Lekbir était en train de leur apprendre. Et mon ami Brahim Hasmaïl donc a connu et cette période et Haj Lekbir, et on a entendu parler de l'arrivée en 1989 à Clermont-Ferrand de Cheikh Hossein Majdoub, disciple de Monsieur Lekbir. Donc on descend tous les deux et on va lui rendre visite à Clermont-Ferrand, et là on découvre les connexions que la famille de Brahim Hasmaïl et sa propre famille et d'autres avaient en lien. Et on découvre surtout que dans cette ville, les musulmans n'avaient pas de mosquée à l'époque. Je parle de 1989. France Maghreb 2 venait d'y être autorisée. Et donc on fait un tour pour découvrir la communauté franco-musulmane, et on tombe sur cette communauté franco-musulmane qui fait ses prières dans des petites églises et des chapelles que les chrétiens, l'évêché de Clermont-Ferrand, leur a mis à disposition dans l'attente de la construction d'une mosquée. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est de Clermont-Ferrand qu'a eu la première réunion avec le pape pour décider de l'envoi des chrétiens en Palestine pour la croisade. Regardez quel retournement de l'histoire. Les chrétiens qui organisent la première croisade, ce sont les mêmes chrétiens ou leurs descendants qui vont mettre leur chapelle à la disposition. Et là, quand il arrive, Cheikh Hossein dit une phrase extraordinaire. Il dit, je ne suis pas venu pour faire la prière aux musulmans dans les chapelles. Par contre, je remercie les chrétiens qui nous permettent de le faire. Donc, si Dieu a décidé de m'envoyer de mon village natal du côté d'Adrar pour aller ou pour venir à Clermont-Ferrand, c'est que je dois avoir une mission que je ne connais pas. Et c'est dans cette ville qu'il va rencontrer un architecte, Monsieur Karim Djermani, qui lui, comme il est dit aujourd'hui, a quitté l'Algérie à cause du fils et s'est éloigné de la religion. Et il considérait que si la religion était celle du fils, en Algérie, il n'en voulait pas, comme beaucoup. Et la rencontre de ces deux hommes, l'architecte Karim Djermani et l'homme de religion Hossein Majdoub, va donner naissance à ce qu'on appelle aujourd'hui la grande mosquée de Clermont-Ferrand. Et France Maghreb de Brahim Hasmaïl, feu Brahim Hasmaïl, Allah yarhamou, et moi-même, on a été invités à l'inauguration en 2010 avec une émission en direct qui reste. Et des années plus tard, je me suis rendu avec Youssef Hasmaïl dans cette mosquée à plusieurs reprises pour faire des directs à la nuit du destin. Des rapports fraternels, amicaux, paternels
se sont institués entre Cheikh Hussein et moi-même et quelques autres. Et France Maghreb 2 a pris l'initiative pendant des années de créer le festival de musique sacrée Soufi à Marseille. Et Cheikh Hussein descendait de Clermont-Ferrand pour passer quelques heures avec nous, parce que tout le monde arrivait dans cette belle ville de Marseille vers midi. Nous faisions notre concert des chants soufis avec des discours, le tout à l'occasion des Mawlid al-Nabawi et Sharif, la naissance du prophète, qui durait 4-5 heures, et le soir, chacun remontait dans sa ville et les Marseillais restaient chez eux. Et je me rappelle de la dernière interview que j'ai faite en direct à la radio avec Cheikh Hussein. J'en retiendrai une phrase qui va résumer la totalité de la pensée de Cheikh Hussein. Je lui pose une question, je lui dis: Cheikh, on est en plein mois de Ramadan, il y a beaucoup de femmes qui écoutent, il y a la cuisine, il y a la fatigue. Quel est le statut de la femme dans l'islam pour vous? Et que pouvez-vous dire aux femmes musulmanes qui nous écoutent pour leur expliquer c'est quoi leur rôle dans la famille? Et réponse, chères auditrices, chers auditeurs, qui restera dans l'histoire et en tout cas dans ma mémoire: je ne vais pas m'adresser aux femmes, je vais m'adresser aux hommes. Chers messieurs, chers musulmans, chers frères, chers tout ce que vous voulez, quand vous achetez une machine à laver, au bout de 5 ans, de 7 ans, et si vous avez acheté une machine de grande marque et assez chère, au bout de 10 ans, la machine à laver vous dit au revoir, je suis fatigué, je me casse. Et nous avons aujourd'hui dans la communauté musulmane des hommes qui, au bout de 30 ans de mariage, rentrent, engueulent leur femme et leur disent: pourquoi ma chemise n'est pas repassée? Pourquoi il n'y a pas de repas? Conclusion, messieurs, vous n'avez pas acheté des machines à laver, vous avez épousé des femmes avec lesquelles vous devez tout partager, y compris donc ce que fait la machine. Et cette idée me reste pour expliquer la philosophie de Cheikh Hussein Majdoub, Allah yarhamou. C'était sa manière à lui de ne pas donner de leçons de religion, de morale et d'éthique comme le font beaucoup, parce que pour moi l'habit ne fait pas la moine et la barbe ne fait pas le musulman. Ce qui fait le musulman, c'est sa culture, sa pédagogie et sa façon de répondre aux gens. Un dernier mot sur quelqu'un d'autre, le Cheikh Al-Ghazali. On lui a dit: quelle est la position de la religion sur ceux qui ne font pas la prière? Et la réponse de Cheikh Ghazali: la réponse, c'est à vous de l'amener avec vous pour faire la prière. Et donc, monsieur Feu Hussein Majdoub appartenait à cette classe qu'on appelle en général soufis, parce que ils expliquent la religion, ils la font aimer. Pour en terminer, ceux qui étaient dans la mosquée, c'était bien sûr les musulmans, mais c'était aussi les représentants de toutes les religions, la juive et la catholique, là-bas à Clermont-Ferrand. C'était les représentants de toutes les institutions, y compris le préfet qui a fait un discours extraordinaire qui dresse le portrait de Cheikh Hussein. Il ne me reste plus que 2 choses. 1, vous envoyez sur le Facebook de la radio pour écouter à la fois le discours du préfet en honneur à Hussein Majdoub et l'interview que j'ai eu l'honneur de conduire avec le préfet pour ce portrait. Que Dieu l'accueille dans sa grande miséricorde. Allah yarhamou. Et vous aurez dans quelques jours toute une documentation sur Cheikh Hussein sur le Facebook de la radio. Merci Tarek, voilà pour cet hommage très complet de quelqu'un que vous avez effectivement connu et à qui vous teniez à rendre hommage aujourd'hui. Et voilà, comme vous l'avez répété d'ailleurs, c'est un homme qui a été apprécié au-delà de sa propre communauté. Il y a des grands, les gens bien partent beaucoup trop vite. Mais c'est là ainsi la vie, ainsi va la vie. C'est que Dieu les choisit avant nous. C'est ça, peut-être pour ça. Cette histoire me rappelle l'histoire de la première mosquée du monde musulman, la cathédrale de Damas, que les chrétiens avaient ouvert et mis à disposition des premiers musulmans qui étaient venus se convertir en Syrie, et qui a été la première mosquée architecturale de l'ère musulmane en fait. Et c'est vrai que les chrétiens en fait nous ont toujours permis de pratiquer notre culte, que ce soit de partout dans le monde et dans n'importe quelle condition, et c'est une belle histoire en tout cas. Alors je dois dire, je vous en ai parlé Tarek en antenne, je vous en parle aussi à l'antenne, en regardant les vidéos, et c'était bien d'ailleurs d'être en direct de cette cérémonie. Il y a un truc qui m'a interpellé, et à tort peut-être,
c'est d'entendre des youyou dans un enterrement. Bon, c'était pas un enterrement, c'était une levée de corps, mais moi ça m'a interpellé. Réponse, cher Christophe. Il y a la réponse sociale et il y a la réponse religieuse qui ne me revient pas. Ça revient à Sami Abdeslam, ça revient à nos autres amis Bajrafil et Djabala. Mais ce que j'ai appris moi dans la religion, ce qui est interdit, c'est le fait de pleurer très fort et de se déchirer le visage avec ses ongles. Ça, c'est interdit. Pour le reste, c'est l'émotion humaine, et ce youyou, ce sont la façon de l'émotion de l'instant que les femmes ont trouvé pour rendre hommage, comme nous le faisons nous ici à la radio, à Cheikh Hussein. Et il y a eu effectivement deux barbus, et quand je dis pas barbus, suivez mon regard, jeunes qui doivent avoir moins de 25 ans. Les imams 2.0. Voilà, qui lèvent les yeux vers les femmes pour leur dire arrêtez. Et ce qui est extraordinaire, c'est que des immigrés, et j'utilise le mot dans le sens positif, de 70 ans, qui n'ont rien à voir avec tout ça, ont regardé les jeunes pour dire vous arrêtez. Chacun exprime sa douleur à sa manière. Ou sa joie. Non, mais sa douleur, parce que c'est tristesse, à condition qu'il n'y a pas les pleurs forts et qu'on ne déchire pas sur le visage, qu'on n'utilise pas ses ongles. Pour le reste. Ouais. Et les deux jeunes se sont tus et tout le monde les regardait et tout d'un coup ils se sont trouvés comme deux petits jeunes, je ne qualifierais pas. Ils se sont mis dans un coin et les femmes, ça dure 3 minutes, ont fait le youyou. Et je peux vous dire, moi qui ai assisté à quelques enterrements de grands hommes et qui a vu, en tout cas quand j'ai pas assisté physiquement, quand il y a eu l'enterrement de Chokri Belaïd en Tunisie, assassiné par des islamistes, par des terroristes, appelez ça comme vous voulez, en tout cas par des terroristes, toute la cérémonie s'est déroulée avec plus de femmes que d'hommes, ce qui est plus ou moins interdit religieusement dans le cimetière. Et ça a duré pendant traditionnel, voilà. Et pendant pratiquement 1 heure, les youyou n'ont pas arrêté, et même ceux qui ont essayé de faire truc ont fini par lâcher. L'émotion et le respect, chacun. Dans le monde occidental, aujourd'hui, on accompagne le défunt en applaudissant. Ouais. Les minutes de silence sont des minutes d'applaudissements. Ouais, donc tout change, tout évolue. J'ai pas dit que c'était bien ou pas bien, je suis pas qualifié. J'ai juste été surpris, c'est tout. Voilà. Et j'en ai fait part à Tarek qui m'a fort bien expliqué la chose derrière. La première surprise, c'est la présence des femmes. Oui, pas les youyou. Voilà. Et dans la mosquée. En tout cas, moi. Mais c'est bien qu'elles soient là parce que les femmes sont l'avenir de tout. Tout à fait. Et en tout cas, moi, j'étais en voyage, c'est pas pour raconter ma vie. J'étais en voyage, je rentre. Le lendemain, à 10h du matin, je reçois cette triste nouvelle. La levée de corps, c'est le lendemain. Donc, le soir même, j'ai dormi sur place parce que, humainement, comme on l'a fait avec notre ami Daboussi, les gens qu'on connaît, on ne peut pas se permettre de dire il est mort, Allah yarhamou. Si on a encore la force physique et les moyens, on y va. Et parce que, y compris dans les versets, pas dans les versets, mais dans les hadiths, aller accompagner quelqu'un que vous connaissez qui est décédé, c'est lui faire l'honneur de ce dernier voyage, et ça vous fait à vous-même honneur parce que vous vous respectez en faisant ce que vous devez faire. Mourad Goual, c'est à vous. On prend la direction de Marseille pour votre coup de cœur. Votre invité est ici présente. Bonsoir Assia, bonsoir à tout Marseille. On va parler ce soir dans notre coup de cœur de l'association Massalia Baraka qui est présidée par Assia Sissaoui. Donc elle va nous parler de cette association. Je vais en faire une petite démo. Comment dire, je vais la présenter brièvement. Voilà. Je vais la présenter brièvement, puis après Assia prendra le relais, on lui posera quelques questions. Donc Massalia Baraka, c'est un collectif qui a vu le jour en 2012 d'associations qui organisait des maraudes pour les plus démunis à Marseille. Et ensuite, ce collectif s'est structuré en association qui a été donc elle créée en 2015. Elle regroupe des bénévoles. Alors c'est ça qui est intéressant et c'est pour ça que je voulais discuter avec Assia, que les auditeurs prennent connaissance de cette association. C'est que bien que le nom de l'association ait une consonance arabo-musulmane, on a une structure en fait qui est ouverte à tout le monde et les bénévoles sont de toute confession, de toute culture et de tout niveau socio-professionnel. Et c'est très intéressant. Si vous allez sur le site de l'association, les coordonnées vous seront communiquées tout à l'heure ou sur la page Facebook, vous verrez les photos qui sont prises avec les bénévoles et ça va du taxi à l'avocat, du peintre au chômeur, et on est blanc et on est noir et on est basané, on est tous ensemble égaux devant la misère. Et donc c'est tout un tas de bénévoles qui accompagnent Assia depuis pratiquement 5 ans maintenant et elle va nous en parler. Donc bonsoir Assia Sissaoui. Bonsoir Mourad, bonsoir tout le monde. Voilà, donc je tutoie Assia parce que je la connais depuis très longtemps, c'est une battante. Donc voilà, écoute Assia, je te donne la parole si tu veux nous parler de Massalia Baraka, c'est à toi. Voilà, Massalia Baraka en fait c'est un groupe de personnes de Marseille et de ses environs
qui se réunit chaque vendredi afin de pouvoir, d'une part, remplir son devoir de musulman pour les musulmans d'entre nous, puisque, comme a dit Mourad tout à l'heure, effectivement, notre association est vraiment multiculturelle, donc on a vraiment de l'athée, du chrétien, il y a toutes les religions. L'important ici, c'est vraiment d'aider l'humain en lui-même, et on se reconnaît tous dans ça. Le Marseillais, c'est vraiment sa spécialité à la base. Du coup, à force des choses, donc un petit collectif qui a grandi. Donc aujourd'hui, on compte un noyau ferme d'une bonne vingtaine de personnes, et bien sûr plus de 200 à 300 bénévoles qui tournent tout au long de l'année pour nous venir en aide à distribuer donc ces repas préparés aussi par les bénévoles ou restaurateurs, donateurs, ou bien des salles de réception qui vont jeter des fins de mariage, ou des restaurants qui ont du surplus. Donc ils n'hésitent pas à nous appeler et on vient récupérer les dons pour les redistribuer le vendredi de la Maraude. Alors c'est combien de repas en moyenne que vous servez par semaine sur Marseille, et quel endroit de Marseille dans quel endroit de Marseille vous travaillez justement? Alors nous, on travaille spécifiquement donc dans le centre-ville de Marseille, puisque on a une grande concentration donc de sans-abri. On fait ça donc tous les vendredis à la gare Saint-Charles pour la maraude fixe à partir de 21h15, donc le soir. Et bien sûr, il y a une maraude mobile qui se fait soit pendant la maraude fixe, donc un petit groupe, ça c'est selon les bénévoles qui s'en vont sillonner donc les rues de Marseille grâce à un parcours qu'on a pu depuis le temps bien peaufiner, exactement. Donc on les connaît un peu tous, on connaît un peu leurs besoins. Et là, ça se passe à pied. Donc cette la maraude mobile peut durer jusqu'à 2h du matin. Et en revanche, on distribue une 60aine de repas. Quant à la fixe, là, c'est un peu plus conséquent. Donc là, c'est le vendredi de 250 à 300 repas. On a de tout. Des personnes âgées, des retraités, des sans-abri, des réfugiés, des enfants. Des personnes qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts en fin de mois aussi. Donc c'est vrai que la misère elle est vraiment présente, et puis les Marseillais et ceux des environs se sont réveillés pour aider au moins nos villes à se sentir un petit peu mieux, quoi. Alors je n'ai pas précisé, mais je vais le faire de suite. L'association Massalia Baraka ne bénéficie d'aucune aide publique, donc pas de subvention. Et malgré ça, vous arrivez donc à fournir à peu près 300 repas par semaine. Exactement. Donc tu nous as expliqué que les commerçants vous aidaient, que les restaurateurs vous donnaient les invendus, que les centres commerciaux aussi vous aidaient dans ce sens. Exactement. Et aujourd'hui, quels sont les besoins si on devait vous aider, de quelle manière on pourrait le faire? Alors nous, on aimerait, on prend tous les dons alimentaires, parce qu'aussi Massalia Baraka a une petite branche qui aide les familles de réfugiés ou en difficulté avec des colis alimentaires. Ou donc pour les maraudes, c'est des petites bouteilles d'eau, des yaourts, des petits gâteaux, des brosses à dents, dentifrice, tout ce qui peut aider en fait à sans-abri. Le minimum du confort. Et bien sûr des plats éventuellement préparés par la famille, ou des donations, et nos cuisinières bénévoles préparent facilement les plats sans aucun problème. Et justement, tu as parlé des réfugiés. Alors fut un temps, il y en avait beaucoup à Marseille. Aujourd'hui, est-ce qu'il y en a autant? Est-ce qu'ils sont toujours visibles? Est-ce qu'ils sont accessibles? Alors, ils sont moins visibles, moins accessibles. Ils ont beaucoup plus d'aide qu'il y a 3 ans en arrière, où on a dû les prendre en charge d'une manière catastrophique. On parle des réfugiés syriens, on est d'accord, hein? On parle bien des réfugiés syriens, donc la vague a été massive et le travail a été difficile. Donc on remercie encore toutes les personnes qui ont aidé à cette époque-là. Peut-être une page Facebook ou un site internet, Asia, pour nos auditeurs qui souhaitent en savoir plus sur Marseille notamment. Voilà, donc la page Facebook c'est Massalia Baraka wix.com. Non, ça c'est le site internet. La page Facebook c'est Massalia Baraka avec un Q, Baraka. Voilà, donc ne pas hésiter à venir en message privé, on vous donne tous les éléments. Donc toutes les personnes sont les bienvenues. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de nationalité, c'est juste pour faire une bonne action à un moment de la journée. Merci beaucoup en tout cas, Asia, de nous avoir présenté votre association. Merci à tous les bénévoles. Merci à tous les bénévoles, exactement. Et bien c'est tard. Ciao, ciao. Merci, voilà, merci pour ce coup de cœur, mon cher Mourad. Tarek, Mourad, est-ce que vous êtes prêts à vous faire tirer la barbichette?
On est prêt. Dans le cadre de Libertad, je plaisante évidemment, nos auditeurs sont très courtois. 01 40 33 9000, 08 92 23 99 50. J'ouvre toutes les lignes et on prend vos appels en direct dans un instant. Dans le cadre de Libertad, vous avez peut-être écouté l'émission, je l'espère en tout cas. Une remarque à faire, un complément d'information ou tout simplement un événement qui se déroule près de chez vous que vous souhaitez nous faire partager. Bref, ce que vous voulez. Eh bien, vous nous appellerez, on décrochera évidemment en direct à la radio dans le cadre de Libertad. Ça arrive dans un instant. À tout de suite. LGF, le grand forum, France Maghreb 2 avec Tarek Mami, avec Morad Goual, nos deux intervenants du vendredi. Oui, ils sont là, ils sont parfois pas d'accord, des fois d'accord, de temps en temps, ça arrive. Et en tout cas, maintenant, vous allez pouvoir on nous est d'accord appeler. pour ne pas être d'accord. Non, on est d'accord sur un seul chose. C'est quoi? Il fait beau et il fait bon vivre à Marseille. Oui. Quand on y va pour vivre, pas pour faire les affaires, pas pour négocier, pas de truc. Et il fait bon et beau à Paris depuis que je suis là. Libertad, messieurs, dames, vous commencez à connaître le principe. 01 40 33 9000, 08 92 23 99 50. Voilà, toutes les lignes sont ouvertes, comme ça chacun peut intervenir. Faites vite, s'il vous plaît. Comme ça, on va laisser un maximum d'auditeurs s'exprimer. On va commencer tout de suite. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir Tarek Mami et votre invité, c'est Jamila de Paris. Bonsoir Jamila. Pourquoi je vous appelle bonsoir. Pourquoi je vous appelle pour une raison, pour une cause qui est claire et nette. On peut pas faire demi-tour. Moi, je suis avec les Rohingyas pour voir la souffrance du jour en jour. Tout simplement, leur souci c'est quoi? C'est d'être rejetés par leurs siens. Je dirais bien qu'ils sont pas arabes, ils sont birmans en même temps. Ils ont été rejetés d'avoir dire oui, l'Allah al-Wahid al-Ahad. Et depuis, leur souffrance s'arrête pas depuis 1948. Non-stop, par ces bouddhistes, par la personne qui est San Suu Kyi, qui a reçu le prix Nobel de la paix. D'après ce que je vois, tout le monde peut l'avoir. Elle en a rien fait que ce qu'on appelle sauver sa cause. Oui. Alors, je plonge. Pourquoi j'appelle? Ce dimanche, il y aura à partir de 16h une manifestation au départ du 20e Millimonton, métro Millimonton, direction Bastille. Soyez nombreux, mes frères et sœurs. Yallah, soyez présents par votre voix, votre façon de dire. Il n'y a pas que l'islam, à partir du moment que c'est un être humain qui est tué, rejeté. Christophe, je te promets, si tu vois un bébé qui l'ont mis dans l'eau, quand j'ai vu ça, j'ai pas dormi pendant 2 jours. Dans l'eau, il le voyait, il était en train de se marrer, et le pauvre, il dort, il se réveille. On rappelle le rassemblement de Jamila. C'est dimanche à partir de 16h. C'est par rapport à ça, soyez nombreux, revivez. Merci Jamila. Cette cause. Merci beaucoup. Voilà, essayez de faire plus vite parce que sinon on va en passer qu'une. 01 40 33 9000, bien sûr, c'est le moment de nous appeler si vous avez un truc à dire. Tarek Mami, Morad Goual sont là. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Mohamed de Paris. Bonsoir Mohamed, on vous écoute. Je tiens à apporter une petite précision quant à ce qu'avait dit Ahmadinejad à propos d'Israël. Il avait dit que c'était le régime sioniste qui sera amené à disparaître. Merci pour la précision, c'est très important, voilà. C'est vrai. Bah oui, ils écoutent les auditeurs, hein, mon cher Morad. Fais attention. Non, mais on n'est pas là, la relation s'infuse et merci de le rappeler. Bon week-end, Mohamed. Bon week-end. Je sans nul doute que vendredi prochain, on va se tacler un petit peu parce qu'il y a le fameux match au sommet entre Marseille et PSG. Et nous y serons. 50 millions d'euros contre 1 milliard d'euros, tu sais, le match, il est toujours les mêmes réponses. Ça tient plus, ça. Il faudra nous réserver quelques minutes pour Spécial Foot vendredi prochain. Donc, dans la programmation, de manière à ce qu'on raconte l'histoire de l'un et de l'autre, le nombre de victoires et la fameuse Coupe d'Europe qui n'est toujours pas tombée ailleurs qu'à Marseille. Priorité aux appels, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir madame. Oui, s'il vous plaît, c'était juste pour ajouter une petite précision sur les... Tout à l'heure, vous parlez des you-you quand quelqu'un décède. Oui. Moi, j'ai déjà vu, j'étais jeune, très jeune, maintenant j'ai un âge très avancé. C'est quand ce sont des jeunes qui décèdent, on peut faire des you-you. Et j'avais entendu ça m'avait vraiment, je sais plus comment dire. Interpellé. Quel est votre prénom, madame? C'est vrai que on fait des you-you pour des personnes très importantes à notre cœur et surtout pour des gens qui sont très jeunes. Très bien. Quel est votre prénom? Salia. Salia, vous nous appelez d'où?
du Pré-Saint-Gervais. Eh bien, je vous souhaite un excellent week-end. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Il est déjà 18h. Voilà, ça passe très vite, hein. Et on doit rendre l'antenne à l'heure, c'est forcé, bien sûr. Merci beaucoup messieurs, rendez-vous la semaine prochaine tous les deux. Et on va effectivement parler de ce match au sommet la semaine prochaine, on parlera un peu d'histoire. Alors vous parliez effectivement de cette Coupe d'Europe qui est toujours dans les mains de Marseille, mais un petit peu entachée quand même. Par quoi et par qui? On en parlera la semaine prochaine. Non, par qui? Non. C'est entaché par la maison en Sicile. Par quoi et par qui? Par la maison en Sicile. Merci Mourad, bon week-end à toi, bon week-end Tarek, et rendez-vous la semaine prochaine. Lundi on sera avec Nadir Kaya et Anan Zawani. Passez un excellent week-end à l'écoute de France Maghreb 2. Il est très exactement 18h, le rappel de l'actualité. Marine Garel, bonsoir. Bonjour à tous, le dernier adieu à un comédien qui nous manque déjà. Cet après-midi, une cérémonie d'hommage à Jean Rochefort avait lieu en l'église Saint-Thomas d'Aquin dans le 7e arrondissement de Paris. Sur place, il y avait tout le cinéma français comme Jacques Perrin, Guy Bedos, mais aussi Michel Piccoli, Paul Belmondo, Robert Hossein, Guillaume Canet ou encore Charles Berling et Alain Souchon. Le comédien, vous le savez, est décédé dans la nuit de dimanche à lundi à l'âge de 87 ans. 4 mois d'enquête et rien. Finalement, le parquet de Brest a classé sans suite aujourd'hui l'affaire des Mutuelles de Bretagne dans laquelle Richard Ferrand était soupçonné d'emploi fictif. L'ex-ministre de la Cohésion des Territoires, devenu président du groupe des députés La République en marche au Parlement, avait été poussé à la démission après des révélations du Canard enchaîné dans la foulée de l'élection d'Emmanuel Macron en mai dernier. C'est dans ce contexte qu'on apprend que le chef de l'État sera l'invité du journal télévisé de 20h sur TF1 dimanche soir, selon le porte-parole de l'Élysée Bruno Roger Petit. Il répondra aux questions d'Anne-Claire Coudray, Gilles Boulot et David Pujadas, sans en croire un tweet publié tout à l'heure. Et puis les incendies n'en finissent pas de ravager le nord de la Californie aux États-Unis. Il y a au moins 31 morts et près de 500 disparus selon le dernier bilan communiqué par les secours. Environ 77 000 hectares ont été détruits par une vingtaine de départs de feu depuis dimanche. Dans le reste de l'actualité de cette toute fin de semaine, 2 infos en bref si vous le voulez bien. On en sait un peu plus sur la chute d'une barrière lors du match Amiens-Lille le 30 septembre dernier qui avait fait 29 blessés. Selon les dernières informations de BFM TV qui citent les enquêteurs cet après-midi, des anomalies ont été constatées au niveau des fixations. L'enquête est toujours en cours. Enfin du tennis, pas d'exploit aujourd'hui pour Richard Gasquet qui affrontait Roger Federer. Le Français s'est incliné contre le numéro 2 mondial en quart de finale du tournoi de Shanghai en 2-7, 7-5, 6-4. En demi-finale, le Suisse retrouvera Juan Martín del Potro, alors que Rafael Nadal, numéro 1 mondial, c'est lui qualifié en battant un peu plus tôt Grigor Dimitrov en 3 manches, 6-4, 6-7, 6-3. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2.